Bonjour les amis. Hier c'était le Black Friday. Aujourd'hui nous sommes samedi, donc le lendemain. Il est 5h30 du matin et j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour partager avec vous des informations, des ressentis qui me sont passés pendant la nuit. Donc cette journée du Black Friday a suscité bien des polémiques parmi la population. Cela a quelque peu divisé le monde en trois catégories. La catégorie A, ceux qui profitent de cette journée pour acheter les cadeaux de Noël, des objets utilitaires, des vêtements pour l'hiver. Parmi ceux-ci, nombreux disposent de moyens financiers limités et cette journée est pour eux une opportunité. La mère de famille qui dispose de peu de revenus peut acheter des manteaux pour ses enfants et aussi quelques cadeaux de Noël qu'elle n'aurait pas pu acheter s'il n'y avait pas eu cette opportunité. La catégorie B, ceux qui profitent de cette opportunité pour faire des achats compulsifs, pour remplir leurs armoires qui sont déjà pleines, ou remplir leur maison d'objets inutiles, encombrants, qu'ils ont au fait de jeter à la poubelle sans remords parce qu'ils les ont achetés peu cher, et qui ainsi participent à la destruction et la pollution de la planète par excès de matérialisme. Parmi ceux-ci, on trouve des personnes pratiquant des achats compulsifs qui parfois sont surendettés car ils n'arrivent pas à gérer ces pulsions matérialistes qui viennent d'un manque de sécurité intérieure. Ils ne font que compenser ce manque et jamais ne peuvent le combler. C'est comme un puits sans fond. On les retrouve amassés devant les magasins les jours de solde. Ils ne veulent pas louper une occasion d'acheter. On trouve aussi dans cette catégorie B des personnes plus nanties qui deviennent ainsi plus riches en dépensant moins. Eux profitent de toutes les soldes. Ils n'achètent que les produits en promotion, que ce soit au niveau des objets, des cadeaux, la nourriture, les vêtements. Ils sont obsédés par le profit qu'ils peuvent réaliser. Ils sont toujours à la quête de la bonne affaire. Et puis, il y a la catégorie C. Ceux qui sont rebelles à toutes ces formes de marketing, qui n'achètent pas les produits en solde parce qu'ils savent que ceux-ci sont fabriqués pour les soldes et donc sont de mauvaise qualité, et donc pour tromper les gogos, et qui boycottent le Black Friday. En tout cas, une chose est certaine. Quelle que soit la catégorie à laquelle on appartient, personne ne nous donne le droit de juger la façon d'agir des autres. Chacun est libre de vivre sa vie, de dépenser librement son argent et d'acheter ce qu'il veut quand il veut. On peut donc ne pas être d'accord avec le Black Friday, mais peut-on s'octroyer le droit d'empêcher ceux et celles qui profitent de ces opportunités, ceux qui appartiennent à la catégorie A ou B? La plupart d'entre nous militons pour créer une société basée sur la liberté, le non-contrôle, la non-manipulation. Mais nous avons au fait de rentrer dans le rang des contrôleurs et des juges quand nous empêchions les autres de vivre librement leur vie. Sommes-nous donc des modèles de perfection pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire? Dès que nous nous positionnons en militants actifs, nous risquons de tomber dans ce piège qui ressemble quelque peu à une forme d'élitisme perfectionniste. Lors des manifestations des Gilets jaunes l'an passé, j'ai vu près de chez moi une grande surface qui, pendant les fêtes, proposait d'embaucher des extras pour les fêtes de Noël. Une quinzaine de postes à pourvoir pendant 15 jours. Une aubaine pour les chômeurs du coin, pour ceux qui n'arrivaient pas à se payer un repas de Noël. Le magasin a été occupé, bloqué, et le dirigeant a donc retiré son œuvre de travail. Le résultat est que 15 personnes qui auraient pu gagner un peu d'argent se sont retrouvées sans boulot et sans possibilité de s'acheter de la nourriture. Il est évident que ces personnes ont eu de grosses difficultés après à aller boire un coup avec les Gilets jaunes. Aussi, avant de nous engager dans une polémique, nous devrions chacun individuellement jeter un regard sur le collectif, sur l'impact que ça peut avoir, mais aussi sur notre vie à nous. Nous avons la liberté et même la responsabilité de cheminer vers la perfection, en sachant toutefois qu'on n'atteint jamais celle-ci dans ce monde. Alors, au lieu de militer contre ce qui nous dérange, nous devrions tout d'abord observer notre façon de vivre.
Ne polluons-nous pas la planète? N'achetons-nous donc que des produits sans emballage? N'utilisons-nous jamais l'ordinateur, les SMS, les téléphones portables? Sommes-nous vraiment un modèle à suivre? La réponse est souvent non. Alors au lieu de nous ingérer à juger la vie des autres, à faire barrage à leur liberté d'achat et d'aide, peut-être devrions-nous agir en conformité avec notre éthique dans notre réalité. Qu'apportons-nous de bon à ce monde? Sommes-nous toujours sympathiques, aimables, généreux, tolérants, compatissants? Ou juste de temps en temps quand cela nous arrange? Certes, on peut ne pas être d'accord avec le Black Friday et en révéler les conséquences désastreuses quand on agit comme les gens de la catégorie B, mais ce n'est pas à nous de faire obstacle à ceux qui veulent en profiter. Nous ne pouvons pas imposer nos idées comme vérité, et de toute façon, il faut tenir compte de la globalité. Il y a plein de personnes qui ont du boulot grâce à ces journées de Black Friday. On ne peut jamais avoir une vision juste si on se base sur la totalité, en disant par exemple tous les Français sont comme ça, tous les Américains sont comme ça, tous les Juifs sont comme cela. Hein. Tous les gens qui achètent ce jour-là ne sont pas des gaspilleurs ou des profiteurs. Certains sont des nécessiteux. C'est pour eux une aubaine. Condamner les Black Friday, c'est aussi condamner toutes les soldes. Et puis, soyons honnêtes, ça ne dure qu'une journée. Qui peut se vanter de n'avoir jamais acheté des produits en solde? Oh, les riches peut-être, mais la majorité d'entre nous, de ceux qui ne sont pas d'accord. Nous avons tous, plus ou moins, un jour profité des bonnes affaires. Regardez après les fêtes de fin d'année. Les grandes surfaces bradent la nourriture invendue et puis aussi certains produits, des cadeaux de Noël, des chocolats, afin d'éviter les pertes. Alors, peut-on en profiter? Ou rejeter tout cela et ainsi toute cette nourriture ira à la poubelle? En 1968, j'avais 18 ans, j'habitais à Paris, je travaillais. J'étais au cœur du conflit, on peut dire, et plusieurs fois, en sortant du boulot, j'ai dû courir assez vite pour que les CRS ne me prennent pas pour un manifestant parce que j'avais les cheveux longs. Je travaillais depuis l'âge de 15 ans, car ma famille n'était guère fortunée, et il me fallait participer aux revenus du foyer parental. Je n'avais pas le temps de gratter la guitare ou de fumer des joints en criant « Peace and Love ». J'étais déjà pris dans le système. Alors j'ai rencontré des étudiants qui avaient pris d'assaut la Sorbonne. Et parmi ceux-ci, nombreux étaient issus de familles aisées. Moi, mes parents n'avaient pas l'argent pour me payer les études. Il fallait que je travaille. Certes, il y avait du bon dans les revendications de cette époque, mais combien y a-t-il eu d'abus? Certains étudiants se sont empressés de vivre en communauté dans le Larzac, pensant enfin ainsi faire un retour à la nature. Mais quand un étudiant se retrouve sur un terrain en friche, il n'est plus question de gratter la guitare. Les légumes ne poussent pas tout seuls, il faut mettre la main à la pâte. Alors ils ont renoncé, ils sont retournés bien au chaud, ils ont été étudiés chez papa, maman, l'université, et puis ils ont fait des études politiques et sociales, et maintenant ce sont tous ces gens qui sont installés au gouvernement et qui s'érigent justement politiciens, députés et autres, qui contrôlent le monde et participent à l'esclavage collectif. Vous voyez comment on peut sortir facilement d'une éthique. J'ai réussi, moi, donc avec difficulté, à m'extirper de ce système. Je me suis marginalisé, mais non pour m'installer dans ce statut. Chacun a le droit de prendre du recul, mais pour réfléchir, trouver des solutions, offrir des nouvelles idées pour ensuite retourner, vivre, travailler avec les autres, accepter de rentrer dans un système loin d'être parfait, en distillant petit à petit des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire pour améliorer les conditions de la vie, du travail. C'est en étant dans une usine qu'on peut apporter à éveiller l'esprit des collègues qui sont avec nous, qui travaillent avec nous, éveiller leur conscience. Mais ce n'est pas en étant chômeur à l'extérieur, en les laissant travailler, sans leur apporter peut-être une information. C'est en étant à l'intérieur de quelque chose. C'est pour ça qu'on est entré, qu'on a accepté de s'incarner dans cette matrice pour apporter un mieux-être, pour nettoyer une partie du karma collectif de l'humanité, pour apporter des nouvelles idées, pour apporter plus de lumière dans un monde qui est ténébreux. Rester marginal toute sa vie,
Naguère, les guerres évolutives pour soi, on passe son temps à râler contre ce qui ne nous plaît pas, à réclamer des droits, des allocations, sans rien proposer de meilleur et sans même rien offrir en retour. Et même ceux qui ont cette capacité d'apporter de nouvelles idées novatrices, comme par exemple Nicolas Hulot, ont au fait de déchanter quand ils sont au gouvernement. Il y a un pas énorme entre la théorie et la réalité. Tous les politiciens non élus sont pleins de bonnes idées qui leur servent à faire leur campagne pour lutter contre le gouvernement, donc être dans l'opposition. Mais une fois élus, ils n'ont plus d'idées, comme si Alzheimer était passé chez eux. Et chose étrange, quand ils sont à nouveau sur la touche, ils retrouvent les idées novatrices. À croire que pour avoir des idées, il faut rester sur la touche. Il est certes plus aisé de rester sur la touche, marginal, que de se mouiller, s'investir, au lieu de rester marginal. Alors vous voyez, c'est vrai que les marginaux, tous les marginaux, moi j'en ai fait partie aussi, ont plein d'idées, mais quand on leur demande de se mouiller, de passer à l'action, de dire, tiens, tu dis que, si tu étais patron, tiens, prends la place du patron. Et ils s'aperçoivent qu'une fois qu'ils sont patrons, ce n'est pas la même chose, parce qu'il faut tenir compte de tous les paramètres, de tous les besoins, de tous les désirs. J'en ai connu des militants, revendicateurs, révoltés, qui dénonçaient le système sans rien proposer de meilleur. Un jour, j'ai pris un autostoppeur. On a discuté, il a parlé de sa vie, il s'est retrouvé au chômage et s'était installé dedans, touchant quelques allocations lui permettant de survivre et de disposer d'un petit logement. Il passait son temps à ne rien faire. Il me dit, ainsi ça fera chuter le gouvernement plus vite, les chômeurs, on épuise le capital matérialiste. Une bonne crise, ça va tout nettoyer. Et vous croyez qu'une bonne crise économique, une bonne crise sociale, en voulant créer ça, en disant ça va être le chaos total, les gens n'auront plus d'argent et tout ça, ça va nous apporter la paix et le bonheur? Non, les gens vont être plus angoissés. Donc, sans se rendre compte non plus, ce type, que les indemnités de chômage étaient payées par ceux qui travaillaient. Les plus jeunes, il passait sa vie à déambuler dans les rues en mangeant des biscuits bio, tartités de confiture bio. Oui, un chômeur, ça doit manger bio. Tout à coup, il me dit, j'ai choisi de ne pas participer à ce monde dévié et pourri pour ne pas polluer la terre. D'ailleurs, je n'ai pas de voiture, donc je ne pollue pas. Super malin le mental de ce type. Il me faisait prendre conscience que moi, avec ma bagnole, qui l'emmenait là où il voulait aller, j'étais le pollueur. C'est moi qui payais l'assurance, qui payais l'essence, et lui était le gentil écologiste qui ne faisait pas de mal. Je me suis arrêté et je lui ai dit que pour l'aider à respecter son éthique, il fallait mieux qu'il marche à pied. Pas question de profiter de la pollution de mon auto. Chacun devrait apprendre à balayer devant sa porte, à faire le maximum chaque jour en accomplissant des actes dignes de notre éthique. Polluer le moins possible, mais accepter tout de même de participer à ce monde imparfait pour le rendre un petit peu meilleur grâce à notre participation. Les revendications ne servent qu'à créer de la violence, de la division. N'avons-nous pas compris les leçons apportées par la dernière guerre? Comment peut-on prétendre aimer la Terre et rejeter la société des humains? Oui, la société n'est pas parfaite. Personne n'est parfait. Moi, je suis loin d'être parfait. Oh là là. Mais la plupart de ceux qui la dirigent sont aussi manipulés que nous. Comment pouvons-nous prétendre rayonner la lumière quand nous projetons de l'ombre sur tous ceux qui nous semblent être dans le camp opposé? Quand nous envoyons des mauvaises pensées vis-à-vis du président de la République, par exemple, lui, il reçoit ces informations, ça touche son aura, ça touche son ombre, ça renforce son ombre, et il devient ce qu'on pense qu'il est. Alors que si nous lui envoyons des pensées de lumière, des pensées que sa conscience s'éclaire, ça va être le contraire. Et tout ce qu'on projette à l'extérieur vient de notre centre. Donc va toucher l'humanité et va nous revenir. Tout passe par nous. Nous sommes des centres. Chacun est un centre de l'univers qu'il conceptualise. Alors, avons-nous oublié l'unité primordiale que nous sommes toutes les cellules d'un grand corps nommé humanité? Imaginez-vous dans votre corps que les cellules de votre estomac qui ne sont pas en accord avec les cellules de votre foie se battent
Que les cellules du foie disent aux cellules de l'estomac « Ah, ce que tu as à manger, ce que tu m'envoies, j'en veux pas, je le rejette ». Qu'est-ce que ça provoque dans le corps? Des problèmes de santé. Ben nous, on a des problèmes de santé au niveau du collectif. Donc, et que notre façon d'être agit sur le tout. C'est le principe de l'hologramme. À chaque fois que vous émettez une belle pensée, que vous faites une belle action, ça touche tout l'univers, toutes les planètes, les étoiles. Comme quand vous jetez un caillou dans l'eau, vous avez des cercles qui s'écartent et ça vous revient. Donc toute violence envers l'extérieur provient de notre centre, touche toutes nos cellules et la révolution intérieure commence. Et c'est comme ça que nous avons des problèmes de santé. Alors certes, nous pouvons ne pas cautionner le Black Friday en révélant certains impacts au niveau écologique, mais nous devons laisser chacun libre de ses actes. Ce n'est pas à nous de décider ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Et la meilleure façon que nous puissions faire pour endiguer ces situations, c'est de boycotter, ne pas participer, nous, au niveau individuel, de respecter notre éthique, mais de laisser les autres libres de faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas à nous, nous n'avons pas à changer les autres, nous n'avons pas à décider à la place des autres. Nous vivons une période d'éveil formidable. La force d'amour du Christ cosmique descend sur nous par l'intermédiaire de la planète Uranus, déversant l'onde de l'Éros sur toute la Terre. Uranus, c'est le Christ cosmique, l'éveilleur. Il active l'intensité vibratoire et réveille les mémoires inscrites dans nos cellules, nos corps subtils. L'eau d'Uranus est à la fois douce et puissante, comme celle du tigre, qui symbolise l'énergie sexuelle dans le tantrisme. Le tigre est à la fois puissant et terrifiant, souple et doux, comme un gros chat. Il est la symbiose parfaite entre le masculin et le féminin. En chaque être humain sommeille un tigre ou une tigresse. L'onde de l'éros uranien réveille tout ce qui est endormi en nous, le bon comme le mauvais. C'est une force qui apporte un canot rénovateur, détruit tout ce qui sépare la matière de l'esprit, dissout toutes les barrières, fait tomber toutes les chaînes, les conditionnements sociaux, ethniques, raciaux, politiques, affectifs, religieux. Quand Uranus passe, c'est le grand nettoyage, c'est un tsunami. Rien ne peut résister à sa puissance, puisque c'est la puissance de l'amour pur, tel qu'il émane de la source, donc la manifestation du divin. Elle peut être douce et agir comme une révélatrice pour ceux qui acceptent les remises en question et sont libérés de l'emprise de leur ego séparatiste. Mais elle peut être terrible et violente pour ceux qui résistent, pour ceux qui ne veulent pas changer ou qui n'y ont pas compris le sens de la création, se révoltent contre ceux qui pensent être les ennemis. Ainsi, la révolution peut être douce et pacifique, ou violente et destructrice comme elle fut en 1789. Depuis son entrée dans le signe du Taureau, signe lié à la matière, l'argent, le concret, les perceptions sensorielles, la sensualité, tout est accéléré. Les pratiques abusives de certains sont révélées, les scandales politiques, les magouilles financières, la pédophilie, etc. Et la sécurité semble mise en péril. Les mouvements de rébellion et de révolte contre les autorités se sont de plus en plus violents. Dans la plupart des pays, il y a des manifestations violentes. Le désir de liberté animant ces groupes de manifestants se transforme en violence et revendication. Ainsi, la force d'amour qui nous anime tous, propulsée dans la dualité, devient une force de haine et de destruction, alors qu'elle n'est faite que pour nous aider à nous libérer. Aucune paix ne peut s'actualiser par la violence. Nous sommes tous un, et nous devrions comprendre que la guerre, la violence n'apportent que la désolation. Nous oublions un peu trop vite les souvenirs des vécus des dernières guerres, et nombreux sont ceux qui sont prêts à participer à une autre. Parce que la plupart des humains qui actuellement sont sur la Terre, à part certains encore, n'ont pas vécu, notamment dans notre pays, par exemple en France, en Europe, n'ont pas vécu la guerre. Donc on ne sait pas ce que c'est. On en a des idées par l'intermédiaire des films qu'on a pu voir. C'est horrible une guerre. Regardez dans les pays où il y a la guerre, il y a des gens qui connaissent ça depuis leur enfance dans certains pays étrangers. Donc en France, est-ce que nous ne sommes pas encore en train de créer ça en pensant que nous allons y arriver? Voulons-nous créer une révolution? Voilà. Donc la force d'amour
qui est apocalyptique, dans le sens révélation, devient alors destruction et chaos. Par ce fait, nous bafouons la force d'amour, de l'unité primordiale, et sur cette terre qui a été créée magnifique et nous a été offerte pour que nous fassions notre Éden, nous créons l'enfer, et nous nous battons sans arrêt pour des causes politiques, religieuses, sociales, basées sur la dualité. Il fut pourtant un temps où nous vivions dans la vibration d'amour, et nous avons chuté dans une vibration de dualité, créant tous les conflits entre humains, l'homme contre la femme, le riche contre le pauvre. Il est temps pour nous de changer de comportement. Ainsi, quand l'énergie d'Uranus nous révèle ce qui était caché, à savoir que nous avons été formatés et manipulés par certains qui eux-mêmes l'étaient à un autre niveau, nous pouvons simplement faire preuve de discernement en disant « stop », en ne cautionnant plus les croyances et informations manipulatrices, en cessant de regarder des films d'horreur apocalyptiques ou policiers dans lesquels on ne voit que meurtre et violence. Si nous cessions de regarder ce genre de films ou de lire ce genre de livres, les manipulateurs cesseraient de créer de nouveau, cela ne leur apporterait plus de profit. Nous pourrions ne regarder que les chaînes télévision nous apportant des informations bénéfiques pour créer un nouvel Éden, sans avoir besoin de lutter contre ceux qui avaient les rênes d'une société esclavagiste. Nous avons ce pouvoir. Si nous ne regardons plus ces chaînes où sont diffusées de la violence, les programmateurs seront obligés de changer leur programme. C'est nous qui avons le pouvoir. Nous qui avons le pouvoir de ne plus acheter certains aliments, de ne pas regarder certains films, de ne plus acheter certains objets. Mais tant que nous cautionnons le système en place, nous en subissons les revers. Nous sommes prisonniers de notre elfe gris. Notre cerveau résonnant et raisonneur, cet hémisphère gauche, manipulateur, dominé par l'ego. Nous souhaitons qu'il y ait moins d'antennes émettant des ondes nocives. Voilà. Mais ces ondes nous permettent de capter la 4G ou la 5G. Et quand nous achetons sans discernement des téléphones portables faits pour capter ces ondes, et quand il y a des pannes de connexion, nous nous mettons en colère. Nous voudrions avoir des technologies non polluantes, mais au lieu de patienter, nous nous précipitons pour acheter des objets utilisant les énergies polluantes. Alors, peut-être pourrions-nous dire non, je n'achèterai pas ces objets tant qu'on n'aura pas proposé une énergie non polluante. Mais comme nous sommes pressés, nous incitons les créateurs de ces technologies à répondre à nos besoins rapidement et du coup, ils nous proposent des technologies polluantes. Nous avons le pouvoir de boycotter, mais cela ne peut fonctionner qu'au niveau collectif, car c'est la masse qui décide, et non les petits groupes de plusieurs personnes. Si 200 personnes disent non à tel programme télé, cela n'a aucun impact. Mais si 3 ou 4 millions de téléspectateurs boycottent les programmes d'une chaîne, alors cela changera les choses. Notre pouvoir est au niveau du collectif. L'union fait la force, mais une force pacifique et non violente. Uranus nous invite à cela, et chacun de nous peut choisir son camp. L'un mène à l'enfer, l'autre au paradis. Nous avons donc cette capacité, nous, aujourd'hui. Alors la seule chose que l'on peut faire, parce que c'est la question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? La seule chose qu'on peut faire, c'est informer. Moi, vous voyez, je ne suis qu'un informateur. Je passe des informations en espérant que cela donnera des idées novatrices à certains, parce que c'est aussi cela qui est intéressant. On passe des informations, mais le but, ce n'est pas de chercher à changer les autres, à dire, tiens, on pensait comme ça, mais si on changeait notre façon de penser, si on voyait les choses un peu différemment, si on voyait l'humanité comme étant une humanité d'amour, que tous ces âmes qui sont sur la terre sont des âmes qui sont nées du Père-Mère, qui sont des êtres bienveillants, et que la plupart d'entre eux se sont fait piéger et sont devenus des êtres un peu malveillants, etc., parce qu'ils ont souffert, ils ont vécu des choses dans la vie, ils n'ont pas été suffisamment peut-être forts pour ne pas pouvoir, ils n'ont pas peut-être avoir suffisamment d'amour pour eux, ou pour l'humanité, ou pour Dieu, pour pouvoir rayonner davantage d'amour. La voie spirituelle est une voie difficile, c'est une voie de guerrier pacifique.
Nous sommes dans un monde où nous sommes comprimés par une espèce d'ombre et nous avons la lumière à l'intérieur de nous. Alors, c'est à nous d'amplifier cette lumière. Vous savez que chaque cellule de votre corps, à l'intérieur de chaque cellule de votre corps, les cellules sont composées d'atomes, d'électrons, de quarks, etc., qu'à l'intérieur de ces quarks, il y a des petites particules de lumière. Et quand toutes ces particules de lumière qui constituent le corps de gloire sont activées, à partir de là, votre corps s'illumine. Alors voyez en cette période de Noël, quand vous avez un arbre, quand vous mettez une guirlande sur un sapin de Noël, hein, des fois la guirlande ne marche pas, vous vous rendez compte, tiens, pourquoi ça ne marche pas? Simplement parce qu'il y a une petite ampoule qui est dévissée, ou une petite ampoule qui est grillée. Ben nous, c'est la même chose en nous. Nous sommes ça, nous sommes des arbres nous sommes des arbres de Noël, des arbres de vie. Alors, si nous avons encore quelques ampoules de grillées, c'est à nous de les rectifier, mais ce n'est pas à nous d'aller dire à l'autre, tu as des ampoules grillées, tu n'éclaires pas assez. Hein, si l'autre n'éclaire pas assez, la question que l'on peut se poser est de dire, tiens, celui qui est en face de moi n'éclaire pas beaucoup. Voir, simplement, sans juger. On peut se dire, bah moi je vais essayer d'éclairer davantage, comme ça il va pouvoir profiter aussi un peu de ma lumière, et peut-être que s'il voit un peu plus clair, il va pouvoir voir qu'il a une ampoule de desserrer, et il va pouvoir la desserrer, et ensuite, et ben voilà, et nous pourrons fêter Noël ensemble. Noël est une période où il doit y avoir la paix, où il doit y avoir cette trêve, et c'est très dommage de voir qu'actuellement, et comme ça s'est passé aussi l'année dernière, à l'époque de Noël, il y a toute cette ambiance de violence qui se réveille un peu partout dans le monde. Quand on voit des gens jeter des pavés contre les CRS et tout dans des pays comme l'Irak, c'est désastreux de voir, on en est encore où? Au Moyen-Âge, à jeter des pavés sur des gens, alors que sur des êtres humains. Alors peut-être qu'il y a des gens, des enfants, ou des manifestants qui jettent des pierres sur quelqu'un qui fait partie de leur famille ou qui habite dans leur immeuble. C'est là que nous devrions comprendre que la force d'amour est pacifique. Elle seule peut nous mener à la lumière. Et la Terre actuellement est en train d'apporter davantage de puissance. Uranus nous apporte davantage d'amour. C'est à nous de l'utiliser correctement pour conceptualiser, pour construire un monde meilleur. Et ce n'est pas en étant dans la révolution et dans la violence que nous y arriverons. En 1789, quelques années après la découverte d'Uranus, il y a eu la Révolution française. Vous voyez, Robespierre, Danton, deux Verseaux qui avaient des idées super belles. Hein, genre, voilà, même Robespierre qui était végétarien, vous voyez, quelque part, qui faisait attention à tout ce qu'il mangeait, etc. Mais quelques années plus tard, Robespierre et Danton se sont fâchés. Robespierre a fait couper la tête à Danton. Hein. Quelques années plus tard, Robespierre a créé la terreur et lui-même, sa tête est tombée dans le panier. Vous voyez la loi d'action-réaction. Vous coupez la tête à quelqu'un et un jour c'est vous qui la coupez. Cette révolution française a été catastrophique. Et aujourd'hui, on en est où? Pareil, hein, nous sommes dans un gouvernement qui ressemble à une royauté, etc. Pensons-nous qu'en coupant la tête des dirigeants, nous allons sortir de cela? Non. Nous sommes invités à une nouvelle conscience. Et pour avoir une nouvelle conscience, il faut ouvrir notre conscience, voir que la matière qui constitue notre monde et notre corps ne représente que 4% de la véritable lumière. Imaginez votre corps, 4%. Il est constitué de matière, 4%. Vous avez 96% d'énergie-lumière qui est dans votre corps, autour de votre corps, qui est votre corps glorieux, qui est là et qui est invisible. Mais c'est pourtant cette force-là qui vous donne la vie, qui anime votre matière. Alors ce qui est important, c'est de donner surtout de l'importance à cette lumière intérieure, en disant, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que le monde aille mieux? Et la réponse, elle est évidente. Déjà, il faut que je m'aime moi. Il faut déjà que j'arrive à m'aimer davantage. Combien d'entre nous ont été conditionnés pour ne pas s'aimer? Quand on parle d'amour inconditionnel vis-à-vis de l'humanité, on ne peut pas être dans l'amour inconditionnel pour l'humanité si on n'est pas dans un amour inconditionnel pour soi-même. S'aimer comme on est, physiquement, s'aimer en totalité comme on est. Et percevoir justement qu'il y a certainement des choses à améliorer dans notre comportement, de caractère. Mais voir que, parce que nous sommes une expression de la divinité, et quand nous nous aimons inconditionnellement la création, l'univers, toutes les planètes, toutes les étoiles, Dieu, la source, et à partir de là,
tout peut changer. Parce que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas quelque chose... Quand on dit Dieu est amour, c'est-à-dire que la force divine se manifeste dans notre univers par la force d'amour. Et la force d'amour, c'est la force de l'éros, de l'origine. Cette force qui vous anime, qui fait pulser vos cellules, qui fait que votre corps digère, que vos cellules se reproduisent, etc. Cette force qui, le matin, vous permet de vous lever. Cette force qui, en cet instant, me permet de parler aussi, ou qui vous permet de chanter, de faire des choses magnifiques sur la terre. Alors maintenant, voilà, c'est peut-être cette chose-là que je pourrais souhaiter en fin d'année, qu'au lieu de tourner notre regard vers l'ombre et de regarder tout ce qui ne va pas, porter nos regards sur la lumière et se dire, bon c'est sûr, on subit dans le présent les résultats d'un passé antérieur de pensées négatives, toute la mémoire de l'humanité depuis plus de 12 000 ans qui a vécu toutes ces guerres, toutes ces violences, peut-être qu'on pourrait tourner notre regard vers le présent et se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer un meilleur futur? Si vous avez écouté mes vidéos sur le double, vous comprendrez comment on peut modifier le présent et modifier le futur, parce que le futur modifie notre présent. Chaque pensée d'aujourd'hui peut changer le monde. Notre monde, on n'a pas changé les autres ils sont ce qu'ils sont. Mais nous déjà, au niveau individuel, personnel, dire, au lieu d'attendre que le monde fasse des choses pour nous, que les extraterrestres agissent pour nous, la question à se dire c'est, moi, qu'est-ce que je peux faire pour que le monde aille mieux? Et la première réponse est déjà, toi, va mieux. Aime-toi comme tu es. Sois ce que tu es. Rayonne ta vie. Simplement, même si on n'a pas une profession d'enseignant ou d'éducateur. Être sympa avec le boulanger, avec le facteur qui passe, avec le gars qui vous sert de l'essence, même avec l'employé administratif qui est un peu lent des fois à régler nos problèmes. Être amour. Et l'amour, c'est la douceur. L'amour déploie les ailes. Quand vous êtes dans l'amour, vous sentez des ailes dans votre dos. Quand vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes comme une chenille qui est privée de ses ailes et puis qui rampe là, puis qui est en train de se plaindre contre tout ce qui ne va pas, etc. Parce que la chenille ne sait pas encore qu'elle va devenir papillon. Et quand vous êtes devenu papillon, vous ne vous souvenez pas que vous êtes devenu chenille. Donc aujourd'hui, si vous voulez vivre votre vie comme un papillon qui ouvre ses ailes de l'amour, il faut cesser de vous souvenir de tout ce monde de chenilles dans lequel vous avez vécu. C'est fini, c'était un cocon. Maintenant, le nouveau monde est là, c'est nous qui le créons par notre réalité, et on peut vivre dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui, en vivant déjà l'Éden dans notre vie. Quand vous êtes en harmonie avec vous, avec votre enfant intérieur, que vous exprimez vos valeurs, que vous partagez avec les autres, vous n'êtes pas toujours obligé d'être d'accord avec les autres. Chacun a ses idées, parce que chacun vit les choses par son point de vue. Mais quand vous êtes en harmonie avec vous, avec votre idéal, et que vous le vivez dans le quotidien, et que vous partagez ça, voilà, vous êtes un bienfaiteur dans le monde, vous vous apportez du bien-être, et vous pouvez vous dire, la question à se poser au moment de mourir, c'est de dire, est-ce que le monde va un peu mieux maintenant que j'ai vécu sur cette terre, ou est-ce que c'est encore pire qu'avant? Et ça, la réponse vous viendra de l'intérieur. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes d'année, un merveilleux partage. Et si vous pouvez partager cette vidéo, faites-le parce que peut-être que ça apportera un peu plus de lumière sur cette terre. Moi, c'est ma simple contribution que je peux faire. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Je vous remercie, je vous embrasse tous et je vous aime.